Donc effectivement, nous vivons dans le secteur de l'emballage depuis plusieurs années maintenant, un contexte réglementaire assez mouvementé. Et pour tout le monde dans le secteur, les enjeux de durabilité et de circularité des emballages deviennent majeurs. Et cette recherche de la durabilité de l'emballage, elle ne doit pas occulter celle de la performance. Les emballages ont des fonctions complexes, comme on vient de le dire, dont la mauvaise réalisation peut également engendrer des impacts environnementaux qui sont négatifs. Et c'est sur ces aspects-là que je voulais détailler aujourd'hui un peu avec vous. Alors, dans un premier temps, c'est assez évident, la recherche de la réduction des impacts environnementaux passe d'abord par la diminution de l'impact de la fabrication de l'emballage. Dans le secteur papier-carton, tout se fait dans un cadre d'économie circulaire et ce, depuis plus de 30 ans. Notre secteur bénéficie d'une organisation qui est particulièrement efficace, avec tout d'abord un taux de collecte global qui est de plus de 90%. Notre matière première essentielle, ce sont les déchets d'emballage, papier-carton, qui sont recyclés en grande proportion. En 2022, puisque l'ADEME vient de sortir les chiffres juste hier, en 2022, les taux de recyclage du papier-carton est de 89,4%. On remplit donc les objectifs qui nous ont été assignés par l'Union européenne avec une petite avance d'une dizaine d'années. J'aime bien illustrer les progrès de la boucle papier-carton par cette image. Vous le voyez sur le graphique. En 30 ans, la production mondiale de papier et carton a presque doublé. Et sur la même période, notre consommation de fibres vierges est restée stable. Ce qui montre bien l'usage croissant de la matière recyclée dans la boucle mondiale du papier-carton. Donc le taux de recyclage, il est très différent selon les secteurs. On a l'habitude de différencier deux types de secteurs. Le secteur industriel et commercial, qui représente à peu près un peu moins de 80% des emballages papier-carton, et le secteur ménager. Dans le secteur industriel et commercial, le taux de recyclage est de 97%. Donc autant dire que globalement, on arrive à recycler tous nos emballages papier-carton. Dans le secteur ménager, c'est bien moins efficace, avec un taux de recyclage d'environ 65%. Donc je vous l'ai dit, nous récupérons et utilisons de mieux en mieux cette matière première que sont les papiers-cartons à recycler. Dans le carton ondulé, nous incorporons en moyenne près de 90% de matière recyclée au niveau européen. À service rendu égal, à nombre d'emballages égal, la fabrication de papier pour onduler, donc qui sert à fabriquer les emballages, a réduit de 18% sa consommation de bois ou de fibres vierges et de 4% sa consommation de papier récupéré en 20 ans. Le poids moyen du carton ondulé a, lui, diminué de 15% sur les mêmes 20 années à performance technique identique. Notre secteur diminue également ses impacts industriels. Alors, la réduction de la quantité d'eau prélevée par tonne de papier est de plus de 50% au cours des 30 dernières années. Même si la problématique de la gestion de l'eau dans les processus papetiers reste un enjeu majeur pour notre industrie, mais il y a déjà un énorme effort qui a été réalisé. Et nous avons assisté à une réduction de près de 75% des principaux rejets polluants entre 1991 et 2020. Enfin, l'empreinte carbone du carton ondulé est de 491 kg équivalent CO2 par tonne de carton. Cette empreinte, elle est réévaluée au niveau européen tous les 3 ans. Et une base de données européenne est mise à la disposition de tous pour réaliser des ACV. Et on remonte également ces chiffres dans les bases de données traditionnellement utilisées comme EcoInvent ou d'autres bases de données qui sont utilisées par les cabinets qui réalisent les ACV.
évidemment, le potentiel d'amélioration résiduelle est, année après année, de plus en plus difficile à atteindre, puisqu'il faut aller chercher des efforts toujours plus loin. Néanmoins, ces bons résultats ne nous empêchent pas, et n'empêchent pas la filière de carton ondulé de s'engager dans un vaste plan pour atteindre la neutralité climatique à horizon 2050. Donc avec notre fédération européenne, nous avons publié fin novembre 2022 une feuille de route ambitieuse qui répond à l'objectif du Green Deal. Cette feuille de route présente les étapes clés, les scénarios les plus plausibles, les investissements à réaliser et les mesures politiques qui sont nécessaires pour atteindre cette neutralité climatique. On peut par exemple citer dans les principales conclusions que l'industrie du carton ondulé peut réduire ses émissions de carbone par des améliorations de l'efficacité d'usage des matériaux et de la circularité de la boucle, ou de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique. Pour continuer d'accompagner notre industrie, nous avons, au niveau européen, une fois encore, élaboré un guide de bonnes pratiques pour améliorer l'efficacité énergétique qui a été établi en 2004. Donc, les industries sont accompagnées et ont un vrai objectif de remplir cette feuille de route et d'arriver à la neutralité climatique en 2050. Évidemment, la réalisation de ces objectifs, elle va dépendre énormément de facteurs extérieurs, parmi lesquels on peut citer la disponibilité d'énergie à des prix abordables et d'énergie respectueuse du climat, une infrastructure énergétique adéquate et robuste, je pense en particulier à l'électrification, où il faut qu'on ait un réseau électrique derrière qui soit capable de supporter l'électrification de l'industrie, et la décarbonation du secteur transport qui est vraiment essentielle. Notre neutralité climatique, elle dépend également fortement de la fabrication du papier, et des engagements similaires et coordonnés ont été pris par notre industrie aval depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, à ce titre, je peux vous citer la dernière étude du plan de transition sectorielle de l'ADEME sur le papier carton, dont les conclusions sont plutôt optimistes, puisqu'ils estiment que par la continuité des actions qui sont déjà mises en œuvre par le secteur papetier, les émissions de gaz à effet de serre devraient être réduites de 98% à horizon 2050. Donc, on va arriver à la neutralité climatique. Tout ceci pour dire que notre filière prend donc ses responsabilités pour réduire les impacts de sa fabrication et de son fonctionnement. Mais au-delà de la simple question de la ressource et de sa mise en œuvre dans le process industriel, la conception même de l'emballage, ou plutôt sa mal conception, peut également avoir des impacts environnementaux. L'emballage, il n'existe pas en soi. Il n'existe pas tout seul, il n'existe que parce qu'il y a des produits à emballer. Donc pour un metteur en marché, l'emballage est un auxiliaire indispensable à la mise en vente de son produit et avant tout un poste de coût. Son objectif, c'est donc naturellement d'optimiser le ou les emballages nécessaires afin qu'ils remplissent les fonctionnalités qui sont requises à un coût, si possible, maîtrisé. Un emballage inutile serait un non-sens économique. Souvent, c'est plutôt un emballage mal conçu. Ce qui est nécessaire, c'est un emballage qui soit conçu au juste besoin dans un système complet d'emballage, donc emballage primaire, secondaire, tertiaire, même si on va bientôt abandonner ce vocabulaire, mais ça reste un fait. Et ça répond à plusieurs enjeux. Des enjeux au niveau de la consommation, pour conserver le produit, allonger sa durée de vie, informer le consommateur. Des enjeux au niveau de la logistique, protéger le produit, mais aussi protéger le personnel de manutention. Optimiser le transport, optimiser le stockage, dans un cadre d'économie circulaire. Je ne reviens pas sur l'optimisation des ressources. On peut aussi parler de l'utilisation de ressources renouvelables, recyclées, recyclables.
Mais il est important toujours de penser à faciliter la fin de vie de l'emballage, tout en garantissant la sécurité, la traçabilité, la lutte contre les contrefaçons, les garanties d'hygiène des produits, et en valorisant les savoir-faire et les engagements de la marque. Le juste emballage est donc la réponse, c'est ce qu'on disait en introduction, à un système complexe de besoins. Supprimer ou modifier un emballage va avoir des impacts sur le système d'emballage, mais aussi sur la ligne de conditionnement, du conditionneur, toute une chaîne logistique, l'organisation des entreprises, l'organisation des filières, jusqu'aux pratiques des utilisateurs et des consommateurs. Augmenter la durabilité de l'emballage doit donc être pensé dans ce système complexe. Les impacts de l'emballage, positifs ou négatifs, vont bien au-delà de sa seule fin de vie et ils doivent être envisagés dans le système fonctionnel complet. Et c'est la somme nette de la variation de ces impacts, positifs et négatifs, qui doit faire basculer les choix dans la recherche d'un emballage dit durable. Ce sur quoi je veux insister, c'est que l'éco-conception des emballages tient assez facilement compte de la problématique de l'équilibre entre la quantité et la qualité de la matière utilisée pour fabriquer l'emballage et la protection des produits. Mais les aspects logistiques sont primordiaux, voire essentiels. Et la réalisation des différentes fonctions de l'emballage au sein de la chaîne logistique et de distribution permet aussi d'éviter de nombreux impacts. Un exemple, si on considère que l'emballage représente en moyenne, ça varie selon les produits, mais en moyenne, l'emballage représente 8% du contenu carbone du produit emballé. Il n'est pas très difficile d'anticiper l'importance de l'impact d'une palette qui s'écroulerait, dont on devrait détruire les produits. Tout ça parce qu'une caisse de transport a été sous-dimensionnée. En tout état de cause, il est sûr et certain que cet impact sera bien plus important que celui d'un peu plus de matière utilisée pour fabriquer l'emballage. Un emballage inadapté, ça peut également influer sur le nombre de produits par palette et donc le taux de remplissage des camions. Ce qui a un impact sur les impacts liés au transport. Donc l'éco-conception de l'emballage, c'est une expertise pointue. Le système de REP qui est mis en place dans les différents pays européens, dont on parle beaucoup, a pour rôle de faire internaliser les impacts de la fin de vie de l'emballage aux metteurs en marché afin de les rendre responsables de la gestion des déchets. Mais la durabilité de l'emballage, elle passe aussi par ses fonctions et services rendus et ses impacts environnementaux qui doivent être comptabilisés au regard des impacts évités par ailleurs. Il existe des enjeux de circularité, mais encore plus des enjeux de fonctionnalité. Pour ce qui concerne le carton ondulé, par sa grande souplesse d'utilisation du matériau, cela permet d'ajuster l'emballage aux spécifications du produit dans son système d'emballage et aux contraintes de sa logistique. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Chaque jour, de nombreuses études d'emballage sont menées par notre secteur, qui sont réalisées par plus de 450 concepteurs d'emballage qui travaillent dans notre secteur. Il y a eu, par exemple, plus de 100 000 études d'emballage menées en 2020. Et en 10 ans, ce sont 500 brevets qui ont été déposés, soit 45 brevets par an. Donc, au-delà des aspects de fin de vie, je pense vraiment qu'il faut se concentrer sur l'innovation qui permet une éco-conception toujours plus performante de l'emballage. En résumé, la recherche de la réduction des impacts directs ne doit pas dégrader la performance des emballages et hypothéquer les impacts évités par ce dernier. Donc on va chercher à réduire les impacts, mais on va être vigilant au niveau de la performance.
concernant la filière du carton ondulé, notre secteur est en constante évolution pour répondre aux enjeux environnementaux et aux besoins des clients. Donc on participe activement aux ambitions d'éco-conception et de réduction des déchets par la réduction du poids des emballages, soit en diminuant directement les grammages papier qui sont utilisés, soit en travaillant sur la conception du système d'emballage. On améliore également les techniques de production et les performances des matériaux. Aujourd'hui, dans l'ondulé, les papiers recyclés atteignent des performances mécaniques qui sont complètement similaires à celles des papiers vierges. Nous arrivons ainsi à des niveaux à des performances techniques qui sont importantes. Et à titre d'illustration, je vous rappellerai les lits en carton ondulé qui ont été produits pour les Jeux Olympiques et qui ont donc permis de coucher tous les athlètes, y compris les plus costauds. La prise en compte de la fin de vie reste pour nous évidemment essentielle et on travaille à l'augmentation du taux de recyclabilité des emballages. Je vous en parle parce que c'est un enjeu particulièrement dans le cadre de la substitution des emballages plastiques qui est parfois demandé par les clients. Pour notre secteur, il s'agit aujourd'hui de faire disparaître la part plastique dans la part des emballages qui en comporte encore. Soit que cette part plastique soit utilisée pour ses propriétés barrières, soit que ce soit des parties plastiques qui existaient préalablement, des fenêtres, des poignées ou des choses annexes. Les innovations sont nombreuses dans les entreprises. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour trouver des solutions adaptées, on va être obligé de travailler sur chaque cas et qu'il n'y aura pas de solution unique. Parfois, aujourd'hui déjà, il faut encore utiliser des polymères de synthèse. Parfois, on a trouvé des polymères naturels qui ont des propriétés qui répondent aux besoins du produit spécifique. Parfois, on a des solutions sans aucun polymère. Et parfois, il est encore nécessaire de mettre une induction plastique. Notre centre de recherche, le Centre technique du papier, est également à l'initiative de beaucoup d'innovations dans le secteur papier-carton. Vous avez certainement entendu parler de la chromatogénie, des microfibrilles de cellulose, du soudage sans colle, ce qui fait qu'à plutôt long terme, ça nous permettra probablement de n'utiliser plus que de la fibre pour atteindre des propriétés équivalentes à celles qui sont recherchées et qui nécessitent aujourd'hui un traitement barrière, un coating ou une induction plastique. Parce que, en deuxième élément, parce qu'il est important pour nous que notre boucle continue de fonctionner, nous travaillons également sur les colles, les adhésifs et les encres, par exemple. Les techniques d'impression évoluent également de façon très très rapide et aujourd'hui le secteur utilise en règle générale des encres à l'eau et avec l'impression numérique on parle même d'individualisation de l'emballage. Les réflexions actuelles ayant tendance à se focaliser sur la problématique des déchets, une des solutions proposées est assez facilement de mettre en place des emballages réemployables. Donc là aussi, posons-nous la question de comment augmenter la durabilité sans limiter les performances de l'emballage. Et là aussi, il est nécessaire d'envisager l'entièreté des systèmes et d'être vigilant à ne pas dégrader la performance de l'emballage, mais également la performance du système. Ce qu'on risque en dégradant ces performances, c'est qu'on va sous-estimer les impacts induits par le changement de système. J'ai essayé de vous illustrer dans les schémas que vous voyez que les systèmes circulaires, via le réemploi ou via la réutilisation de la matière par recyclage, sont en fait assez similaires. Donc, ça va être assez facile, entre guillemets, de comparer ces deux systèmes.
et de comparer leur efficacité, par exemple, qui permettra de trancher. Or, nous osons l'affirmer, parce que nous avons fait un certain nombre d'analyses de cycle de vie, le réemploi n'est pas forcément et systématiquement moins impactant sur l'environnement que la réutilisation de la matière via le recyclage. Ça dépend de nombreux paramètres, le transport, le lavage, le recyclage, la nécessité d'un stock outil, la nécessité d'une standardisation de l'emballage, etc., etc. Il existe un outil pour mesurer tout ça, c'est l'analyse de cycle de vie. Alors, si on se situe uniquement à l'objectif de réduire la quantité de déchets, certes, avec le réemploi, on réduit la quantité de déchets, puisque l'emballage réemployable ne passe pas par le statut de déchet. Mais, d'abord, une ressource recyclable, si elle passe par le statut de déchet, n'est pas un déchet ultime, elle devient une ressource. Et ensuite, le problème du déchet, en fait, c'est quoi? C'est son encombrement et son coût. Or, le réemploi ne fait que déplacer ces problématiques. Par la prise en charge de l'encombrement et du coût par les entreprises, à la place de le faire par les gestionnaires de déchets. Il subsistera toujours un système de gestion de l'emballage. Il y a toujours un système logistique qui permet de faire tourner la boucle que vous voyez sur la diapo. Réemploi et réutilisation de la matière sont donc des systèmes comparables dont les performances de l'emballage répondent à des enjeux différents. Je vous donne quelques exemples. La mise en place de l'emballage réemployable nécessite un certain niveau de standardisation dont les niveaux doivent être définis en fonction de la variété des usages qu'on lui demande. Est-ce qu'on lui demande de n'emballer qu'un seul type de produit ou est-ce qu'on lui demande d'emballer plusieurs types de produits pour tourner de façon plus efficace? Mais plusieurs types de produits, ça veut dire plusieurs tailles de produits. Donc ça veut dire qu'on ne va pas forcément être efficace sur la taille de l'emballage par rapport aux produits emballés de la même façon. Donc, qui dit standardisation dit moindre adaptation, dont l'impact environnemental va évidemment dépendre du niveau d'universalité qu'on va demander à notre emballage réemployable. De la même façon, réemployer des emballages nécessite de construire une logistique de retour avec des transports et des surfaces de stockage pour s'assurer de disposer de la quantité nécessaire d'emballage au moment où j'en ai besoin. Quel sera l'impact de ces modifications logistiques? Quelle quantité de transport en tonnes-kilomètres sera nécessaire par rapport au système initial? Comment gérer la nécessité de maintenir des lignes de conditionnement qui seraient différenciées pour le commerce intérieur, où le réemploi peut être mis en place, et pour le commerce extérieur, l'export ou le grand export, où il est difficilement envisageable de mettre en place une logistique retour? Vous voyez que les paramètres sont très variables et la comparaison des systèmes est finalement assez complexe. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas une solution meilleure qu'une autre. En fait, il faut analyser les éléments au cas par cas et selon les chaînes logistiques envisagées. À l'inverse, il est également possible d'augmenter la performance des emballages avec un effet positif sur les impacts environnementaux du système. On en vient aux exemples que je vous ai promis tout à l'heure. Prenons un exemple, une caisse. Une simple caisse américaine, comme on dit dans le secteur de l'ondulé. Cette caisse, elle est souvent faite et refaite toujours de la même manière. On prend les mêmes formats et on refait en règle générale la même chose. Elle est très souvent très bataillée, très basique, et pourtant, il y a beaucoup de choses à faire sur ce type d'emballage. Une caisse, prenons une caisse qui fait 400 par 300 par 200 mm. Elle est palettisée sur une palette avec une hauteur maximum de 2 mètres. Donc on va utiliser une certaine quantité de matière, de papier carton pour fabriquer la caisse, et on va mettre une certaine quantité de caisse par palette.
on inverse. On inverse la longueur et la hauteur. On fait une caisse qui fait 400 par 200 par 300 mm. C'est 15% de matière en moins en surface parce que tout simplement, on a moins de recouvrement de rabat sur le dessus. Au lieu d'être en 9 couches, on passe en 6 couches sur la palette. Ce qui fait que la caisse du bas, elle a moins besoin de ce qu'on appelle la résistance à la compression verticale. Elle va porter moins de poids, puisqu'elle ne va porter que 5 autres couches au lieu d'en porter 8. Et là aussi, on va pouvoir économiser de la matière, puisqu'on n'a pas besoin qu'elle soit aussi résistante. Alors, on a moins de périmètre d'emballage. L'emballage, il est un petit peu plus haut. Mais du coup, on va avoir un comportement de la caisse qui est sensiblement différent. Et ça permet aussi de faire des économies de matière. Parce que pour le coup, on va pouvoir changer de cannelure. Et qui dit cannelure dit éventuellement moins de papier carton à utiliser, mais ça dit aussi que la logistique amont, quand on se fait livrer ces emballages à plat, une cannelure plus fine permet de mettre plus d'emballage dans le transport avant d'arriver chez le conditionneur. Ou alors, on va pouvoir abaisser les grammages de papier, utiliser des papiers plus fins. Et là encore, c'est 15% de grammage en moins qui peuvent être utilisés, ou 15%, 15% de CT, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser un papier qui est moins costaud que le papier initial. Donc, sur des produits en vrac, sur des habitudes de conditionnement, le fait de conserver exactement le même volume transporté, la même quantité par palette, et on peut avoir une approche qui est complètement différente de la consommation de matière. Au-delà de l'emballage, il y a la partie mécanisation. Et il faut là penser non plus seulement en regardant l'emballage, mais en regardant aussi l'environnement de l'emballage. On peut mettre en place des solutions, par exemple des solutions mécanisées, ou des solutions qui sont simples, ou des solutions qui sont moins perturbantes pour les opérateurs. L'emballage, il est souvent envisagé à la fin de la chaîne de création du produit emballé, et il est parfois le goulot d'étranglement de la chaîne de production. Des solutions via l'emballage peuvent être trouvées pour régler des problèmes de productivité, et les fabricants d'emballage peuvent aussi être amenés à envisager ces problématiques en concevant leur emballage. Un autre élément sur cette diapo, vous avez ce qu'on appelle l'optimisation de surface. Quand on fabrique un emballage, il y a la quantité de carton qu'on utilise pour fabriquer l'emballage en lui-même, mais il y a aussi toute la quantité de carton qu'on va avoir fabriqué à côté et qu'on va mettre dans ce qu'on appelle des déchets industriels parce qu'on va le couper, ce carton. Eh bien, il y a moyen, en concevant l'emballage, de limiter la quantité nette de carton qui va être utilisé. Dans l'exemple que je vous montre là, pour avoir le même calage dans le même emballage, on a une diminution de 33% de carton ondulé qui a été fabriqué. On peut aussi évidemment revoir la conception de l'emballage. Et un simple changement de conception géométrique. Là, dans l'exemple que je vous ai illustré, on passe d'un plateau trottoir à un plateau ajouré et on optimise la palette. Eh bien, ce simple changement d'emballage a permis d'augmenter de 33% le nombre d'emballages par palette et donc de réduire de 25% le nombre de palettes à transporter pour le client. Donc en résumé, la recherche de la diminution des impacts environnementaux doit passer par une réflexion globale sur la performance de vos emballages. Pour ça, les fabricants d'emballages sont apporteurs de conseils et d'engineering à travers la conception de leurs produits pour permettre à leurs clients d'avoir le juste emballage pour son produit
dans son environnement logistique et en respectant ses contraintes. Cet apport, il se fait à travers la capitalisation de nombreuses années d'expérience et l'exploitation de milliers de données qui ont permis de créer des modèles informatiques comportementaux des emballages qui aujourd'hui sont très proches de la réalité. La parfaite connaissance du matériau et de sa mise en œuvre, évidemment. Des tests précis de résistance mécanique, de résistance climatique, etc., permettant de vérifier le respect des conditions exigées, sans parler du contact alimentaire, qu'il soit direct ou indirect. Pour cela, j'ai un conseil. Il faut partager avec vos fabricants d'emballages tous les aspects de l'utilisation de vos emballages. N'hésitez pas à leur ouvrir vos portes pour les faire réfléchir. N'exprimez pas vos solutions. Exprimez-leur vos besoins, les limites, les contraintes, vos priorités. Ils pourront avoir une approche complètement différente et vous permettront certainement d'augmenter la performance de vos systèmes et de diminuer vos impacts environnementaux.